Mesdames et messieurs, nous sommes infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission Coup d'œil sur l'environnement que vous suivez régulièrement sur votre chaîne, la RTGA. Aujourd'hui, nous sommes dans ce beau cadre, le bureau de professeur Albert Kabasele Yenga Yenga, professeur ordinaire. C'est notre invité d'aujourd'hui. Il a un long parcours que nous ne pourrons pas tout vous détailler dans cette émission, mais quelques parcours, nous pouvons quand même relever. Il fut DG de l'ISC Matadi, je crois que le professeur ne va pas me contredire. Il fut DG de l'Institut géographique du Congo. Il fut aussi DG de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme ISAU, que vous trouvez sur l'avenue du 24 novembre. Et actuellement, il est DG de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. Il a beaucoup de qualités, beaucoup de titres que je vous épargne de tous ces détails-là. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est quelqu'un qui se bat jour et nuit pour que la République démocratique du Congo puisse avoir son satellite. C'est ça, satellite. Et il pleure tout le jour, il veut que le gouvernement l'écoute et que le pays soit doté de satellites. Parce qu'avec le satellite peut booster l'économie, le développement de notre pays. Mais il est ici à l'ISPT. Nous allons commencer d'abord par son job actuel. Prof, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à l'ISPT. Je vous ai connu depuis longtemps, avant que vous soyez à l'IGC. On était ensemble, on a cheminé ensemble. Comment vous sentez d'abord à l'ISPT par rapport à l'IGC quand on était ensemble? Oui, je peux dire que à l'Institut géographique du Congo, j'avais un projet de borner la République avec des bornes frontières intelligentes dédiées aux satellites. C'est un projet qui est en cours, qui est sur la table du chef de l'État. Et je l'aurais réalisé. On était à 2 pas de le réaliser. Et j'ai quitté là-bas avec regret, incompris par l'ancien ministre de Recherche, et qui n'avait pas compris qu'est-ce qu'on voulait faire. Mais je peux dire qu'ici, à l'ISPT, je n'ai pas beaucoup de tracas politiques. On m'a donné la liberté de concevoir et de développer et de faire que cet institut soit utile à la République. Et on n'a pas ménagé d'efforts pour faire ce que vous êtes en train de voir, avec le soutien du chef de l'État et de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. On va parler de ça, mais parlons de l'Institut géographique du Congo, tout ce que vous avez connu là-bas. Vous avez le souci de borner les frontières de la République démocratique du Congo. Craignez-vous quelque chose? Si, je craignais beaucoup de choses et c'est en train de venir, le temps me donne raison. Et la première chose, c'est que le pays n'a pas de bornes géographiques, ou les peu de bornes qui sont là sont dans un état pitoyable, et d'autres déplacées, d'autres détruites. C'est qu'on a une parcelle non clôturée. Il faut que tout le monde le sache. Je peux vous dire que par-ci, par-là, les frontières ont été modifiées. Je vous cite le cas de Kasumbalesa, cité de Koyo, à Lubumbashi. Les frontières sont déplacées, les bornes déplacées au profit de la Zambie. Je peux vous prendre le cas du lac plus poissonné, Benguela, dans le Haut-Katanga. Ce lac n'appartient plus à la RDC. Si vous regardez les anciennes cartes, il y avait comme un ballon au pied du Katanga, un ballon. Ce ballon-là a disparu. C'est ce lac-là, il a disparu. Je peux vous donner le cas du triangle de Pweto, le triangle de Pweto vers Tanganyika, qui a été vraiment érodé au profit de la Tanzanie.
Je peux vous parler de toutes les frontières sur les grands lacs. Et les grands lacs, à 80%, sous Mobutu, nous appartenaient. Aujourd'hui, la largeur des grands lacs qui nous appartiennent, c'est plus ou moins le milieu ou 20%. Par exemple, sur le lac Albert, on a perdu presque tous les lacs Albert au profit de l'Ouganda. Je peux vous parler de frontières du côté de l'Angola, où on est en train de chasser les populations. Quand je vous parle, les populations qui ont construit dans les frontières, on leur dit maintenant, ça devient l'Angola, allez, déplacez vos maisons. Je ne dis pas de conneries. Mais prof, ce que vous dites, c'est quand même grave. C'est très grave, oui, mais c'est pour cela, un pays sans institut géographique, c'est un pays sans conservateur de titres fonciers national. Parce que l'institut géographique, hein, c'est les titres fonciers du plan international du pays. Et comme vous avez un conservateur de titres fonciers au cadastre, vous avez l'institut géographique comme votre conservateur de la géographie nationale. Et quand vous n'avez pas un institut géographique fort, ceux qui ont des instituts géographiques éveillés, éclairés, avec des satellites ou avec des gouvernements trop regardants, ils vous prennent des terres, hein, parce que les États n'ont que des intérêts. Il y a une commission qui avait été créée il n'y a pas longtemps pour revoir la frontière entre nous et le Rwanda. Vous faisiez partie de cette commission? J'ai fait partie de plusieurs commissions, mais j'ai trouvé que c'était de la poudre aux yeux. D'abord, je dénonce ici à la télévision le travail que je n'accepte pas d'un secrétariat, dit secrétariat permanent de frontières. Un secrétariat permanent de frontières qui est maintenant logé depuis Mova Sakanya. On a dépouillé l'Institut géographique d'un département de frontières qu'on a déplacé sciemment pour placer ça au ministère de l'Intérieur, sous le président Joseph Kabila Kabange. Et l'Institut géographique a dénoncé ça, que le ministère de l'Intérieur est là pour la sécurité nationale, mais pas pour gérer les bornes géographiques. Laissez les bornes géographiques sous la gestion de l'Institut géographique. Et venez voir ce que nous faisons et obtenez nos rapports. Et tous les anciens ministres de l'Intérieur sous Joseph Kabila n'ont pas compris ça. Que ce soit Mouyej et sous Mouyej Manguez, que ce soit sous Mova Sakanya, ainsi de suite. Ils ont amputé l'Institut géographique de cette direction vitale. Et quand je suis passé DG, j'ai dénoncé ça. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, Kankonde, de retourner la direction des frontières à l'Institut géographique. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, on a des bureaucrates, des administratifs, qui font des rapports en lettres, sans cartographie, sans calcul géodésique, sans calcul de télédétection, sans système d'information géographique. Ils parlent de choses trop techniques qu'ils ne comprennent pas. Et en face d'eux, ils ont l'Institut géographique de l'Angola. En face d'eux, ils ont l'Institut géographique de Tanzanie, de la Zambie, du Rwanda, de l'Ouganda. Et on a affaire aux administratifs du ministère de l'Intérieur congolais face aux experts géographes des pays voisins, très éclairés. Et voilà la conséquence. Prof, c'est-à-dire que si vous dites que vous avez beaucoup de problèmes à l'Institut géographique du Congo, c'est parce que vous gériez un secteur sensible. L'Institut géographique du Congo, j'ai toujours regretté mon départ. Il faut que je vous le dise. Un jour, je peux être ministre, je peux être... Mais être directeur général de l'Institut géographique du Congo, c'est précieux. Parce que vous gérez le futur de votre nation. Et j'aimais bien, même s'il n'y a pas d'argent là-bas, mais la science. Et voilà que
Aujourd'hui, c'est la NASA congolaise. C'est la NASA congolaise. Regardez qu'aujourd'hui, cet institut que j'ai essayé de réparer, de réhabiliter, comme vous voyez, on l'a fait ici à l'ISPT, mais je l'ai fait 2017, 18, 19, je l'ai fait à l'Institut géographique du Congo avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Nous l'avons fait. Okay. Mais tout a été détruit. On veut aujourd'hui construire un supermarché sur la place publique de la NASA congolaise. L'IGC est même clôturé aujourd'hui. Clôturé, il y a une société qu'on appelle Secrico, une société indienne. C'est de la poudre aux yeux, c'est une société qui n'existe pas. Ce sont des sociétés écrans, sans contrat, sans planning de travail. On ne connaît pas. Mais vous avez dénoncé ça à l'époque de Kabila, mais ça continue jusqu'aujourd'hui. J'ai dénoncé ça à l'époque de Kabila. Je dénonce ça même à l'époque de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je suis scientifique, je n'ai pas de couleur. Donc, je demande à l'État de se ressaisir. Donc, l'État ne vous comprend toujours. L'État ne me comprend pas. L'État doit se ressaisir. L'État doit retourner l'Institut géographique aux scientifiques. L'État doit retourner la direction des frontières à l'Institut géographique. L'État doit se doter du satellite pour le contrôle des frontières et des bornes géodésiques. L'État doit devoir s'assumer parce qu'on ne me dira pas que le Burkina Faso, qui a le satellite, le Congo-Brazza, qui l'aura en 2026, l'Angola, ainsi de suite, sont plus riches que la RDC. On ne me dira pas ça. Ok, maintenant parlons de votre poste actuel, parce que vous êtes aujourd'hui DG de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. Nous avons vu de nouveaux bâtiments sortis de terre. Ce sont des bâtiments qui ont existé à l'époque coloniale, ou ce sont des bâtiments que vous venez de construire? Parce qu'à l'époque, nous vous avions vu vous battre contre l'Église catholique, qui, nous connaissons la force de la construction. Ils doivent avoir beaucoup construit ici. Est-ce que vous avez réhabilité ce qu'ils avaient construit ou vous avez construit de nouveaux bâtiments? Je remercie beaucoup RTGA d'être venu, je ne sais pas, un éclaireur ou un espion. Mais le journaliste ne fait pas l'espionnage. Pour voir, mais je vous connais, vous personnellement, vous êtes un journaliste rompu. Et vous savez qu'il n'y avait rien ici. Il n'y avait que le bâtiment qu'on appelle l'étage ici, R+4, laissé par l'État, le Royaume de Belgique, et cédé à l'État congolais en 1974 dans le cadre de l'UNASA. C'est ici où on forme les ingénieurs pédagogues en électronique, en électromécanique, en électricité, en mécanique agricole, ainsi de suite. C'est un institut très prisé, high-tech technologie, et c'est un institut très important aussi pour l'avenir de l'enseignement technique en RDC. Tous les instituts techniques de la République dépendent carrément de l'ISPT, que ce soit l'ITI Gombe, l'ITI Bumbu, l'ITI Likasi, partout où vous avez des instituts techniques, les enseignants partent d'ici. Ça, c'est un. Et cet institut était presque en train d'être perdu parce que mon église, l'église de mes pasteurs que je respecte, disait qu'ils peuvent récupérer leurs terres, y compris l'Institut géographique, et sur base d'un certificat d'enregistrement qui date de 2020. Alors qu'il y a là l'ordonnance présidentielle qui crée toutes les universités de la République. Et quand vous arrivez à la page 142, il y a l'ordonnance présidentielle
qui crée l'ISPT dans les années 81, après l'UNASA. Alors, moi, je posais seulement la question à Madame la ministre de Cadastre de me dire, entre un certificat d'enregistrement et une... des affaires foncières et une ordonnance présidentielle, qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Il n'y a pas match. L'ordonnance n'a pas été abrogée. Et deuxièmement, nous avons soumis cette ordonnance en interprétation au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit cette ordonnance a cours légal et ne peut être énervée par aucun arrêté. Sauf si l'ordonnance est abolie par l'autre ordonnance. Et j'ai posé la question encore au ministre Moutamba, qui s'acharnait aussi sur moi, de me dire est-ce que l'UPEN a un certificat d'enregistrement? Non. L'UNIKIN... Finalement, Moutamba, en passant, il a laissé beaucoup de cadavres dans le placard. Oui, il avait même ordonné qu'on m'arrête. Je l'ai dit, mais c'était illégal. C'était illégal et le droit a été dit. Donc, vous devez vous frotter les mains. Je ne me frotte pas les mains. C'est la science qui doit se frotter les mains. Hein? On a tenté de me mettre en prison à l'Institut géographique. On a tenté de me mettre en prison ici. Mais toutefois, c'est l'honnêteté. Hein? C'est la gestion très orthodoxe qui me sauve. Alors, le ministre Moutamba, je lui ai demandé poliment de me dire si l'UPEN a un certificat d'enregistrement, l'UNIKIN. Si la Banque centrale du Congo a un certificat d'enregistrement, ils n'ont que des ordonnances. Le palais du peuple, le Palais stade du des peuple. martyrs. Alors, comment est-ce qu'on demande à un établissement public un certificat d'enregistrement? On est où là? Et ils se sont ressaisis. Ils ont annulé leur poursuite contre moi. J'avais 3 ministres contre moi. Le ministre de l'Éducation, qui est en fonction, Maman Malou, la ministre des Affaires foncières, Maman Akassia, le ministre de... Il y a des problèmes de femmes, hein? Oui, le ministre de Justice, ce n'est pas une femme, Moutamba. Et je n'ai eu le soutien... Voilà. Je n'ai eu le soutien que de ma ministre, que je félicite en passant, de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo. C'est pour cela qu'il y a un bâtiment en son nom. C'est cette femme, une ministre rompue, qui s'est opposée à ses collègues, à ses 3 collègues. Pour la plupart, tous ministres d'État. Elle est ministre simple. Pour résister et leur dire, mon DG a raison. Ok, vous avez raison et vous êtes mis au travail. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réhabilité parce que vous ne répondez pas encore à ma question. Après ces combats juridiques de David contre Goliath, vous comprenez qui est Goliath, et nous avons approché la présidence de la République pour nous aider, parce que la nature a horreur du vide, pour nous aider à changer le milieu. Sinon, on avait gagné le combat pour rien. Alors, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a recommandé auprès de la société qui a construit le stade francophonie Tata Raphaël. On appelle société Janamapa. Et les conseillers de la présidence m'ont dit, allez vers lui, il peut vous aider. Et vous êtes un établissement public, vous avez le droit de signer des PPP, partenariat public-privé. Je suis allé vers la société en question qui m'a reçu et ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Alors, on leur a donné une partie de l'école où les enfants jouaient au football. Un stade de football en face de l'église Philadelphie. C'est un vieux stade qui était trop sale, inondé, qui était insalubre.
Et j'ai dit, mais c'est le piège des moustiques ici. Et ça dénature même la ville. Prenez ça, vous pouvez faire vos dépôts, faire vos business, mais en contrepartie, regardez. Alors, la valeur de ce stade de 8000 mètres carrés était étudiée par les cellules de passation des marchés de l'État. Toutes ces cellules de passation des marchés ont trouvé bon de faire passer les projets. Donc vous avez suivi la procédure. J'ai suivi la procédure. Parce que pour ne pas tomber dans les pièges de J'ai j'ai l'avis de non-objection. Je savais que je marchais sur les œufs. Hein, j'avais en face de moi un Goliath qui voulait m'écraser. Donc moi-même, je me mettais en règle. Et après, nous avons évalué qu'est-ce qu'il faut construire. Ici, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de salle de cours, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de labo, il n'y avait pas de parking, il n'y avait même pas d'entrée, il n'y avait rien. Il fallait tout concevoir pour sauver cette institution, ce que nous avons fait. Et pourquoi ça marchait? Parce que nous avons refusé des rétrocommissions. Ce que vous voyez là, c'est un exemple que quand vous ne touchez pas aux rétrocommissions... Qui exigeait la rétrocommission? Non, il n'y en a pas. Personne ne pouvait les exiger parce que moi-même, je ne les ai pas demandés. Donc, nous avons demandé à l'entreprise de respecter notre cahier de charges et notre plan très bien fait. Ils ont dit, bon, on utilise votre terrain pour 25 ans. Moi, j'ai dit non, 25 ans, c'est trop. On a évalué avec les ouvrages. Ils devaient nous construire des ateliers, des labos, des salles de profs, des bureaux administratifs, des amphithéâtres qui sont devant vous, une école doctorale. Ça, c'est construit nouvellement. Ça n'existait pas. Et enfin, réhabiliter un grand bâtiment de 4 étages qui existait avant, où habitaient des anciens militaires d'AFDEL, ainsi de suite, et des enseignants de Iti Gombe qu'on avait déguerpis. Voilà ce qui est fait. Et je l'ai dit pour que d'autres DG suivent cet exemple. Le piège, c'est quand vous acceptez qu'on crée un compte où on met les fonds et où vous, DG aussi, vous signez pour la sortie des fonds. Ça, c'est un piège. Ça tente. Ah! Alors, on va commencer à vous faire signer et puis, on vous construit des trucs en pacotille, un château de cartes. Non, nous avons dit, ça donne combien de millions? Tout était clair. Gardez votre argent. Commencez à décaisser vous-même. Et nous vous contrôlons. Voilà ce qu'un DG doit faire. Voilà. Le DG n'est pas là pour ouvrir un compte qu'on appelle compte construction. Et vous commencez à sortir l'argent avec les entrepreneurs. Vous n'allez pas vous en sortir. Ok. Et là, avec cette technique, vous avez réussi à construire combien de bâtiments? On a construit plus de 8 bâtiments. 8 bâtiments. Plus de 8, 9, pas 9. On a construit un bâtiment qu'on appelle l'atelier mécanique, qui garde très bien tous les engins qui nous ont été donnés par la Banque mondiale. Nous sommes la seule université avec des ateliers dernier cri, bien gardés. Et nous avons cet atelier. Nous avons construit un bâtiment qu'on appelle bâtiment de recherche scientifique. Là où nous développons nos drones, l'intelligence artificielle, là où nous fabriquons nos missiles. Je vous informe que nous fabriquons des missiles ici. Ce n'est pas un secret, c'est connu. Les drones, tout ça, ce bâtiment-là est là. Il a été inauguré par le ministre Kabanda de recherche. Et nous avons en disant que vous fabriquez des missiles ici, vous ne vous exposez pas comme cible. Je ne cible. m'expose pas parce que c'est connu que
les scientifiques peuvent fabriquer des engins militaires. Et ce n'est pas un secret, ce n'est pas mauvais de le dire, parce que même au Rwanda, on sait qui fabrique les drones. Et même si on ne le disait pas, les services secrets le savent déjà. Donc autant le dire, c'est de la fierté nationale, il faut le dire. Donc vous êtes fier de ce que vous avez réalisé. Et cela en combien de temps? En moins de 2 ans. Parce que toutes ces sociétés, on leur avait dit, avant que vous exploitiez ce que nous vous avions donné, vous devez d'abord terminer le travail. Et comme ils ne nous ont pas corrompus, ils ont tremblé, ils ont travaillé dans le délai. On a commencé le dernier les travaux, en retard par rapport à toutes les universités, mais on a fini avant. Oui. Et ça finit quand? Mais c'est terminé. Il ne reste que l'amphithéâtre sous vos yeux. Oui, c'est terminé. Et ça prend fin quand? L'amphithéâtre sera inauguré d'ici la rentrée académique prochaine. Oui. Donc, et tous les autres bâtiments, vous les avez déjà inaugurés? Inaugurés. Il y a Madame la ministre qui a même débaptisé certains et donné les noms. Oui. Ok. Alors voilà, nous vous félicitons pour ce travail que vous venez de faire à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, que nous souhaitons que cet esprit puisse être implémenté dans d'autres instituts supérieurs. C'est comme ça que le pays se développe, chacun dans son secteur, s'il fait correctement son travail et on avance. Prof, nous sommes dans le secteur de l'environnement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts émergents que vous connaissez très bien. On parle de plus en plus aujourd'hui des crédits carbone. Les gens ne comprennent pas très bien ce que c'est le crédit carbone. Où il y a quelques semaines, on vient encore nous réveiller avec un autre concept des crédits bonobo. Peut-être demain, on aura encore des crédits au CAPI. Crédit tourbière. Crédit tourbière, etc. Bon, est-ce que vous pouvez un peu éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent? Oui, le crédit carbone n'est pas un concept nouveau. Le crédit carbone, c'est le fait qu'on donne le droit de polluer. Le droit de polluer à une société qui peut sanctuariser, protéger ou planter une forêt et absorber les émissions de gaz à effet de serre au profit de l'humanité. Ça semble un peu chinois. Ne pas être sérieux. Le droit à polluer. Il n'est pas bon de polluer. Mais il n'est pas possible de stopper la pollution. C'est là l'enjeu. Parce que les changements climatiques, le réchauffement climatique, on ne peut que l'atténuer. Personne ne pourra le stopper. Et je vous informe que des émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui évaluées à 450-470 ppm, particules par million, dans l'atmosphère, ont fait monter la température mondiale de plus ou moins 1,5 degré. À Kinshasa, on est à 1,6, 1,7 dans les milieux urbains, 1 degré de plus en milieux ruraux. Et vous avez un réchauffement de l'enfer dans des milieux comme Arabie Saoudite, Libye, où vous vous retrouvez à plus 7 degrés Celsius. C'est l'enfer. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux sociétés américaines de ne pas émettre le CO2 parce que ça va de pair avec les emplois. C'est lié à leur économie. C'est lié à leur économie. Et le chantage avec la Chine qui monte, l'Amérique dit je ne peux pas la faire. Course technologique. La course, donc, on ne peut pas stopper la pollution. On doit l'atténuer. Mais comment l'atténuer? Il faut préserver dans le monde, sur la planète, par-ci, par-là, des millions d'hectares, si pas des milliers, de forêts qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas couper au profit de l'humanité. Et ces hectares
des milliers, des millions de forêts, on peut le trouver surtout dans des pays forestiers, comme dans les pays du bassin du Congo. Les pays pauvres. On peut le trouver dans le Mekong, Asie du Sud-Ouest. On peut le trouver dans le bassin d'Amazonie. Et c'est là qu'on demande aux pays qui habitent ces coins de planète de préserver leurs forêts, c'est-à-dire de préserver le carbone qui doit séquestrer le CO2 en vendant certains droits, certains permis aux sociétés telles que Mitsubishi, Mercedes, et je ne sais pas quelle société là. Oui, mais le marché n'est pas facile. Hein? Ouais. Le marché n'est pas facile. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment compliqué? Ces sociétés gardent les emplois, continuent à polluer, tout en sachant que quelque part dans le monde, ce qu'ils émettent est séquestré. Oui. On appelle ça crédit carbone. Mais ils ne sont pas prêts, malheureusement, à payer ces droits-là. Oui, ce marché a été réglementé par les mécanismes de développement propre qu'on appelle MDP. Ces mécanismes de développement propre a presque échoué. Après les mécanismes de développement propre, l'humanité a tenté le processus RED. Le processus RED a beaucoup avancé, surtout en RDC, surtout avec le secrétaire général que j'aime beaucoup, paix à son âme, Kassoulou. Et il avait beaucoup travaillé là-dessus. Et ce géant a pu faire implanter au ministère de l'Environnement le processus RED. Ce processus RED a été aussi transposé au Chili et à l'Équateur, et au niveau de Thaïlande. Nous étions presque leaders dans le processus RED, c'était la RDC. Et le problème, c'est que nous sommes dans un processus tronqué d'avance. Je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que les pays développés ne font que gagner du temps. Ils inventent des concepts pour se cacher derrière et continuer à polluer sans prendre leurs responsabilités. Voilà. Et malgré ça, nous sommes loin d'atteindre les résultats avec le crédit carbone, mais on nous amène dans le crédit bonobo. Le crédit bonobo. Crédit carbone fait référence aux forêts, mais le crédit bonobo fait référence maintenant à la faune, aux animaux. Bon, comment vous expliquez ça? Peut-être en quelques minutes seulement, parce que nous devons aborder le dernier sujet. Je veux vous dire qu'il y a la diplomatie des pandas en Chine et au Japon. Oui. Et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Ils n'ont pas eu à inventer de nouveaux mots comme crédit panda. Ils appellent ça la diplomatie des pandas. Ils exportent leurs pandas aux États-Unis pour un temps, ils ont des devises, ils ont des parcs naturels où les pandas vivent à l'air libre et ils font engranger des millions de dollars. Nous, notre problème, c'est que nos hommes d'affaires ne savent pas où investir. Qui sont ces hommes d'affaires qui peuvent récupérer dans le fin fond de l'Équateur, les bonobos, faire un sanctuaire, arranger les routes, créer un aéroport, faire des hôtels. Aujourd'hui, on a l'énergie solaire. Monter des petites centrales, faire de sorte que les gens viennent voir les bonobos dans leur milieu naturel. On invente un autre crédit qui va échouer. Parce que là, c'est qu'on veut faire venir des capitaux extérieurs, peut-être par des pays de G7, qui jugent que nous sommes encore trop enfants pour nous prendre en charge, et qui ont expérimenté le processus RED, de triste mémoire, qui n'a pas marché, et qui veulent expérimenter le crédit bonobo, et donnons le temps au temps. De toutes les façons, c'est positif, c'est une bonne idée, mais je lance, moi, une idée de diplomatie au Okapi, une idée de diplomatie
des bonobos. Donc, en fait, nos animaux emblématiques. Vraiment. Pour que les Congolais créent des entreprises congolo-congolaises qui lèvent les fonds sur les marchés internationaux au lieu d'avoir des programmes internationaux et bilatéraux qui ont montré leurs limites. Mais, prof, à côté de cela, nous parlons aujourd'hui de plus en plus de couloirs verts qui partent de l'Est jusqu'à Kinshasa. Des millions de kilomètres carrés. Vous avez entendu parler de ça. Quelle est votre lecture? Oui, je pense aujourd'hui qu'il y a des zones en République démocratique du Congo qui n'ont jamais été visitées par un homme. Et de Goma, Nord Kivu, jusqu'à l'équateur, Kinshasa, Congo central, il y a certainement des zones que l'homme n'a jamais vues. Il y a un projet qu'on appelle Transakwa qui doit normalement traverser ces zones-là. Je sais que sur le plan environnemental, ça aura un impact parce que ça va énerver la biodiversité, ça va polluer parce que les visiteurs vont jeter les canettes partout. Ils vont jeter des plastiques partout, des couches de bébés partout, des bouteilles de plastique partout. Et personne ne saura aller les ramasser. Ça sera digéré par les animaux. Et ça va nous retourner dans les assiettes ou dans nos nez, dans le poumon. Je sais qu'il y aura cet impact-là. Néanmoins, je reste vraiment positif pour que ce projet démarre. Peut-être que ça va changer le regard de la communauté internationale sur notre pays. Regardez. Vous pensez que ce projet peut relier l'Est à l'Ouest? Oui. Ouais. Par route. Par route. Il va créer des petits sous-projets comme l'électrification. Il va créer la connectivité. Il va développer nos terroirs. Mais je révèle ici qu'il y a le revers des médailles, c'est la pollution. La pollution avec les plastiques, la fréquentation intense, donc tout excès nuit. Je pense qu'on saura réglementer ça. On va troubler la quiétude, la biodiversité. On saura réglementer ça, de sorte que ça ne trouble pas les écosystèmes. Les écosystèmes sont très fragiles. Très fragiles, il faut que les gens le sachent. Et quand on va commencer à jeter tout dans les cours d'eau qui sont aujourd'hui des cours d'eau vierges, quand on va commencer à les polluer, je pense que ça pourra susciter d'autres. Ok. Pour terminer, le dernier point que nous abordons maintenant, et on me signale que nous n'avons plus beaucoup de temps, vous avez suivi avec nous, parce que vous vivez à Kinshasa, un phénomène d'inondation jamais connu dans notre pays, et principalement la ville de Kinshasa a été durement frappée. Durement frappée. Vous, les scientifiques, vous dites que ce sont les effets des réchauffements climatiques. Mais quelle est la place, au fait, de la télédétection dans la lutte contre le réchauffement climatique face à ces effets du réchauffement climatique que nous avons vécu? La télédétection, c'est tout simplement un instrument d'observation. Un instrument d'observation veut dire qu'il faut voir venir le danger. Et les dangers, on les voit à partir de l'espace. Vous êtes à Kintambo, vous ne voyez que votre parcelle à Kintambo. Vous ne voyez pas ce qui se passe sur toute la commune de Kintambo. Il faut vous surélever dans les hauteurs pour mieux voir Kintambo. C'est ça le satellite. Et on ne dira jamais assez, la meilleure aventure de l'homme moderne,
c'est le satellite. L'aventure voyou de l'homme moderne, c'est l'arme nucléaire. Mais l'aventure sobre, l'aventure la meilleure de l'humanité aujourd'hui, c'est le satellite. L'arme nucléaire nous a amené à ce qui nous a amené, à la dictature. Vous voyez aujourd'hui Poutine, vous voyez aujourd'hui Trump, vous voyez, parce qu'ils ont l'arme nucléaire. C'est une aventure que j'appelle voyou. Mais l'aventure sobre carbone, qui vous permet de vous regarder dans le miroir, de savoir ce que vous êtes, ce que vous avez et comment les protéger, c'est le satellite. J'ai des larmes aux yeux. J'enseigne à Mariangouabi, à Brazzaville, dans leur université Denis Sassou Nguesso de Kintele. J'ai des cours à Douala, au Cameroun. J'ai des cours à Montpellier, en France, à l'université de Montpellier, le cours de télédétection des écosystèmes africains, où je vais à tout moment. Je suis expert climat aux Nations Unies. Je vois comment le monde se développe. Mon Dieu. En RDC, on dit, Kabasele, tais-toi. Les gens ont faim, toi tu parles de l'espace. Mais Burkina Faso, ils n'ont pas faim. L'Angola, ils n'ont pas faim. Je demande au chef de l'État qui me regarde, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas quitter le pouvoir sans laisser le Congo avec un satellite. Le satellite aujourd'hui donne une dissuasion. Parce que quand quelqu'un voit que tu le vois, il ne peut pas t'attaquer. Un sorcier ne vient que la nuit. Dans l'obscurité. Dans l'obscurité. C'est dans l'obscurité où nous sommes. Nous sommes dans l'obscurité, sans les yeux dans l'espace. Nous sommes aveugles. Et quand le Rwanda envoie les drones pour prendre nos minéraux et les amener, on ne voit pas. Quand notre ciel est traversé, on ne voit pas. Quand nos missiles sont lancés à l'aveuglette, on ne sait pas où ils vont tomber. Sans précision. Sans précision. Aujourd'hui, avec le satellite, regardez les avantages. 1. On aura une télécommunication cryptée. Aujourd'hui, on n'a pas la télécommunication cryptée. Le monde entier peut écouter la présidence, écouter nos services d'intelligence. Parce qu'on n'a pas une télécommunication satellitaire cryptée. Donc, on n'a pas de secret. 2. On n'a pas de frontières sous surveillance. N'importe qui peut entrer et sortir. 3. On ne peut pas diriger nos armes. La guerre aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, tu tires à A, ça tombe à B. Non. L'arme peut sillonner, prendre des tournures, en train de chercher le point GPS. On appelle missile téléguidé par satellite. Automatique. Voilà. Donc, on ne peut pas le faire. 3. On n'a pas la technologie de brouillage, anti-brouillage. On peut nous bruiter, nous brouiller, nous désorienter. Bref, aujourd'hui, on ne sait pas à tel endroit, on a combien d'hectares de coltan, quel volume, on peut les exporter pendant combien d'années. On demande seulement à l'entrepreneur, viens, va à Kasumbalesa, regarde combien nous avons, propose-nous les prix. Donc, on ne sait même pas où on extrait voilà. ce minerai. On ne peut pas surveiller notre forêt qui est coupée par des Chinois et on vous dit, moi je n'ai pas coupé, alors qu'il a coupé. Mais avec les satellites, on verra comment il coupe. On ne sait pas comment protéger nos bateaux sur le fleuve qui chavirent à tout moment. On peut dire, stop là-bas, attention, il y a un banc de sable à 2 km. Stoppez, prenez telle direction. On ne sait pas. Et on est dans le monde de l'intelligence artificielle, des hautes technologies, et nous voulons nous faire reculer alors que le monde avance. Pardon. Je demande à tous les scientifiques qui m'écoutent qu'on ne me nomme pas moi, qu'on ne dise pas qu'ils parlent pour être nommés, qu'on trouve n'importe quel Congolais
que je voie seulement que cela a pris corps. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir accordé cette interview Merci très beaucoup. intéressante. Je crois qu'il y a beaucoup à dire avec vous. Et quand on est face à vous, on oublie même l'heure de l'émission. Là, j'ai déjà débordé de mon temps, mais ce n'est pas grave. Nous allons faire de notre mieux pour que tout soit diffusé à l'intégralité. Merci et j'espère que vous allez encore nous recevoir prochainement pour ne parler que, par exemple, de satellites. Des satellites, uniquement des satellites. Pour ne parler que, parce que je comprends que le satellite est lié aussi à la télédétection, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, on va organiser une émission prochainement uniquement pour le satellite parce que vous avez dit que le président Félix Tshisekedi Tshilombo ne quitte pas le pouvoir sans doter le pays de satellites. Merci infiniment de nous avoir reçus. Merci à nos téléspectateurs. Je ne parle pas de SpaceX. Hein. Je ne parle pas des services de SpaceX. Avec SpaceX, on n'a pas la souveraineté. On laisse SpaceX investir. C'est une société commerciale. Mais avoir les satellites propres, c'est pour des raisons de souveraineté. Ok. Voilà. Merci pour cette mise au point. Nous vous disons merci et à nous revoir dimanche prochain. Au revoir.